Ce soir, à Découverte, un progrès notoire en génétique. Des chercheurs français clonent pour la première fois un veau à partir d'une cellule bovine adulte. Mais tout n'est pas parfait. Le Venture Star, la nouvelle navette spatiale de la NASA. Un surdoué des exposciences fait des étincelles dans le monde de la recherche. Et une recette alimentaire ultra secrète pour coccinelle. Beau, bon, pas cher. Lors du gala des prix Gémeaux, l'émission Découverte a reçu 2 trophées. Félicitations à toute l'équipe. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous souvenez-vous de Dolly, l'agnelle qui a stupéfié le monde entier l'année dernière? Une équipe écossaise l'avait clonée à partir d'une brebis adulte. Une première. Cet été, une équipe américaine annonçait qu'elle avait répété l'exploit avec des souris. Un autre progrès important. Mais les souris demeurent tout de même de petits animaux, dont l'utilité pour l'homme ne dépasse guère les limites du laboratoire. Tout le monde attendait donc l'étape suivante, le clonage d'un animal beaucoup plus gros, le bovin, qui joue un rôle si important dans l'alimentation humaine. Eh bien maintenant, c'est fait. Et ce sont les Français qui ont réussi cet exploit. Mes collègues de Découverte vont maintenant vous décrire cette percée et vous dire en quoi des recherches comme celle-là engendreront à l'avenir une véritable révolution. Ces 3 veaux se ressemblent étrangement. Ce sont des clones, des animaux complètement identiques sur le plan génétique. Ils ont été conçus en laboratoire. Ils n'ont ni père ni mère, tout juste un père scientifique. Le biologiste Jean-Paul Renard, un leader dans la course au clonage animal. Nous sommes en juin 1998 au domaine de Bressonvilliers, en France. C'est ici que l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, abrite ses animaux de recherche. Dans ce troupeau de vaches gestantes, il y en a une très spéciale, tellement précieuse et tellement protégée qu'on ne veut pas nous dire laquelle. L'animal qu'elle porte devrait naître au milieu de l'été. En quoi est-il spécial? C'est qu'il s'agit du premier clone bovin issu d'une cellule adulte et non pas d'une cellule embryonnaire ou fétale comme les autres clones existants. Ce qu'on prépare, en somme, c'est l'équivalent de Dolly chez les bovins. Au laboratoire de l'INRA, derrière la routine, il y a une fébrilité. On est engagé dans une course à l'échelle internationale. Chaque étape est importante, comme celle que prépare l'équipe en ce moment. C'est réellement une répétition, essayer de reproduire l'expérience de Dolly avec une source de noyaux différente, mais l'objectif est bien de cloner un animal adulte. Alors nous n'en sommes qu'aux gestations. Nous avons eu plusieurs gestations qui ont été initiées, mais qui se sont interrompues. Nous espérons que celle-là, ou peut-être la suivante, ira jusqu'à son terme et nous donnera un animal normal. Faire du clonage animal est une tâche très complexe. À l'INRA, une quarantaine de chercheurs et techniciens mènent expérience sur expérience. Des manipulations du vivant extrêmement subtiles. Pourtant, à la base, le point de départ est assez simple. Dans chacune des milliards de cellules d'un animal, à l'exception des cellules sexuelles, il y a un noyau qui contient, sous la forme d'ADN, l'ensemble de son patrimoine génétique. En principe, il suffit donc de partir d'un noyau pour reconstituer l'animal entier. Dans la pratique, ce n'est pas si simple. Le développement d'un animal se réalise par la division progressive des cellules de l'embryon. Au début de la vie, celles-ci sont capables de se transformer en n'importe quel type de cellules. On dit qu'elles sont totipotentes. Petit à petit, les cellules se spécialisent. En se divisant, elles ne peuvent plus devenir que des cellules de peau, de rein ou de cœur, par exemple. Elles perdent leur totipotence. La grande question du clonage, c'est donc comment reprogrammer le noyau d'une cellule spécialisée
une cellule dite différenciée, pour qu'elle redevienne totipotente. Cela fait plus de 50 ans que les chercheurs travaillent là-dessus. 1952. À l'Institut du cancer de Philadelphie, deux chercheurs, Robert Briggs et Thomas King, décrivent une méthode de clonage. Celle-ci consiste à transférer le noyau d'une cellule différenciée dans un ovocyte, un œuf, dont on a préalablement enlevé le noyau. 1962. À l'université de Cambridge, en Angleterre, John Gurdon expérimente sur des amphibiens la méthode de Briggs et King. Il obtient la naissance de plusieurs grenouilles, mais elles sont toutes anormales. La communauté scientifique conclut à l'impossibilité du clonage. 1979. Toujours à Cambridge, en Angleterre, on clone pour la première fois un mammifère, une brebis, mais par une méthode beaucoup plus simple. Il s'agit de couper en deux un embryon de quelques jours. Réimplanté dans une femelle porteuse, les deux demi-embryons forment deux individus complets. Cette méthode imite ce que fait la nature dans le cas des jumeaux identiques. Ce n'est pas du vrai clonage, car les deux animaux obtenus ne sont pas la copie conforme d'un animal déjà existant. 1986. Retour en force de la méthode de transfert des noyaux. En Angleterre, Sten Willadsen parvient à cloner des brebis. Cette fois, c'est la percée attendue. Toutefois, les cellules de départ proviennent d'un embryon. Elles ne sont pas différenciées. Ce n'est pas encore l'exploit final. 1995. À l'Institut Roslin, en Écosse, naissance de Megan et Morag. Ces deux agnelles sont obtenues à partir de cellules de fœtus partiellement différenciées. Un résultat remarquable. Pour la première fois, il semble qu'on puisse reculer l'horloge biologique des cellules. Mais jusqu'où peut-on aller? Février 1997. Hello Dolly. Le monde entier apprend la naissance, 7 mois plus tôt, d'une brebis issue d'une cellule adulte complètement différenciée. Cette fois, c'est l'exploit. Pour fabriquer Dolly, on a prélevé une cellule de pie de brebis âgée de 6 ans. Après en avoir extrait le noyau, on l'a fusionné avec l'ovocyte énucléé d'une deuxième brebis. Puis, on a transplanté l'embryon dans une mère porteuse et Dolly est née à terme quelques mois plus tard. Printemps 1998, nouveau rebondissement. Des experts mettent publiquement en doute l'authenticité de Dolly. Provient-elle vraiment d'une cellule adulte? En France, Jean-Paul Renard défend ses collègues écossais. Je crois que la polémique est exagérée. Je pense que l'équipe d'Édimbourg a effectivement montré qu'un noyau de cellules somatiques pouvait être programmé. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il faut s'entourer de toutes les précautions. La plus élémentaire, c'est d'avoir l'animal donneur encore vivant et de pouvoir disposer des caractéristiques génétiques de cet animal. Bon, dans notre cas, c'est un animal qui n'est pas en gestation, donc il n'y aura pas de cellules embryonnaires. Et bien sûr, les caractéristiques génétiques pourront largement être analysées. Enfin, nous les connaissons déjà. Bressonvilliers, 6 juillet 1998. Enfin, ça y est. Naissance du clone porté par la mystérieuse vache gestante lors de notre passage. Un clone issu de cellules adultes. Dans l'immédiat, l'INRA n'annonce pas cette percée et ne diffuse pas d'images. Sage prudence scientifique. 2 mois et demi plus tard, alors qu'il était apparemment en bonne santé, l'animal meurt subitement. À l'INRA, on est sous le choc. L'analyse des chercheurs leur indique que le décès pourrait être dû à un problème immunitaire. Est-ce vraiment dû au clonage et pourquoi? Voilà une nouvelle piste à investiguer. Comme source de noyaux, on a utilisé des cellules de peau de veau et de génisse âgées de quelques semaines. C'est dans la culture de ces cellules que l'INRA a innové en développant une méthode apparemment moins contraignante que celle des Écossais. Il n'empêche que désormais, les doutes sont levés. Le clonage est possible à partir de cellules différenciées chez les bovins comme chez les ovins. L'incident du clone mort prématurément n'a pas découragé les chercheurs.
réussi à faire des échographies donc, sur 2 animaux. Ouais. L'objectif immédiat pour Jean-Paul Renard et ses collègues, ça ne peut être que l'amélioration de ces techniques dont la réussite reste très aléatoire. Les rendements sont très faibles, de l'ordre de moins de 1%. C'est-à-dire que moins de 1% des embryons reconstitués par transfert de noyau sont capables de donner un animal vivant et viable. Mais en même temps, ça peut suffire dans une première étape. Le plus grand problème pour les chercheurs, c'est que les cellules adultes sont beaucoup plus difficiles à reprogrammer que les cellules embryonnaires ou fétales. D'où une réussite très faible. Alors, biologiquement, c'est tout à fait important. Est-ce qu'elle est plus faible parce que les cellules sont plus vieilles? Est-ce qu'elle est plus faible parce que finalement on prend des cellules dont une grande partie sont déjà atteintes, ont eu des mutations dans leur noyau? Ou est-ce qu'elle est plus faible simplement parce qu'il y a des mécanismes au niveau du noyau, de ce qui entoure l'ADN, qui finissent par complètement empêcher la reprogrammation? Pour le moment, on ne peut toujours pas répondre à ces questions. À l'INRA, au Roslin et dans les 3 ou 4 groupes concurrents dans le monde, on s'affaire à trouver des réponses. 2 ans après la naissance de Dolly, le clonage animal fait l'objet d'une intense compétition sur le plan scientifique. Mais déjà, sur le plan économique, la bataille pour les applications est engagée. Saint-Christophe-en-Brionnais, en Bourgogne, la plus importante foire de bœuf de boucherie en France. Ici, la spécialité, c'est la race charolaise. De la bonne viande sur pâte, bien engraissée, qu'il faut bien marchander un peu. 2 bêtes 23, 2 bêtes 22 comme chez nous. Non, je m'en prends plus. Comment tu veux les vendre juste alors? Et qui file aussitôt vers l'abattoir, direction l'assiette du consommateur. Évidemment, en pays charolais, on est un peu loin des laboratoires parisiens. Alors, comment voit-on la perspective de cloner un jour de tels animaux? On le voit avec beaucoup de recul puisque nous sommes dans un cycle très long avec une culture très agricole, très France, avec du temps au temps. Et je pense que si ça fait partie des exceptions dont on peut parler mondialement, avant d'atterrir au niveau terrain, il y a quand même quelques dizaines d'années avant d'arriver. Chez le représentant des éleveurs reproducteurs locaux, même type de réaction. Bernard Dargaud a des taureaux exceptionnels et il travaille volontiers avec les techniques modernes. Mais pas au point de se précipiter vers le clonage pour obtenir des copies conformes de ses meilleures bêtes. Je trouve que c'est plus du tout en rapport avec la réalité du terrain en ce moment. On a d'autres problèmes, je veux dire. On doit déjà rassurer le consommateur par la qualité de la viande et en prouvant que nos animaux sont faits d'une façon naturelle, à l'herbe, comme vous voyez ici. Si le clonage animal n'intéresse pas beaucoup les éleveurs pour l'instant, il en va autrement des industriels de la biotechnologie médicale. Partout dans le monde, c'est la mobilisation. Une course se dessine, mais curieusement, elle a sa source non dans le clonage, mais dans une autre révolution scientifique, la transgénèse. Traire une lapine. Voilà une expérience un peu curieuse et a priori pas très utile. Sauf que cette lapine possède dans son lait une protéine qui n'appartient normalement qu'aux humains. À l'Institut national de recherche agronomique en France, on élève ainsi des lignées de lapins qui expriment des gènes humains, des lapins transgéniques. C'est en laboratoire, sous microscope, qu'on fabrique ces animaux génétiquement remaniés. Il s'agit d'injecter une solution contenant un gène étranger dans l'ovocyte de l'animal qu'on veut rendre transgénique. Depuis une dizaine d'années, on a ainsi rendu transgéniques des souris, des lapins, des poulets, des porcs et des vaches. Mais la micro-injection présente de sérieuses limites. Alors, cette opération est relativement brutale, parce qu'on ne contrôle rien du tout. Le gène s'intègre ou ne s'intègre pas, et quand il s'intègre n'importe où, jamais 2 fois au même endroit,
semble-t-il, et avec un nombre de copies elle-même très variable. Donc l'opération n'est pas très subtile, ça conduit de toute façon à une seule chose, c'est l'addition d'un gène. Autrement dit, l'addition d'une information génétique. Alors quand on fait des études fondamentales ou des applications, on peut souhaiter autre chose. On peut souhaiter mettre un gène exactement à l'endroit où on le veut, ou ce qui est encore plus subtil, remplacer un gène par un autre. Et ça peut se faire. La méthode s'appelle recombinaison homologue. On présente à la cellule un segment d'ADN qui a exactement la même structure que le gène qu'on veut remplacer. Le nouveau gène se substitue à l'ancien dans le génome. Une transgénèse parfaitement ciblée. C'est un outil extraordinaire qui a été mis au point il y a 10 ans chez la souris, qui n'est toujours pas exploité chez les autres espèces, pour des raisons qui ne sont pas la recombinaison elle-même, la recombinaison homologue elle-même, mais qui sont le fait qu'on n'est pas capable de régénérer des embryons viables à partir de cellules dans lesquelles on a fait cette recombinaison homologue. Et on espère bien que le clonage va nous permettre. Voilà la solution. Comme les embryons issus de la transgénèse ciblée ne sont pas viables, si on veut produire ces animaux, il faut absolument les cloner. En Écosse, à l'Institut Roslin, on a déjà franchi ce pas. Voici Polly, la première brebis à la fois clonée et dotée d'un gène humain. On a d'abord injecté celui-ci dans la cellule de brebis originelle, puis on a procédé au clonage. Depuis, il y a eu plusieurs Polly. Un autre exploit signé par le désormais célèbre Jan Wilmut. Nous avons introduit le gène qui code pour la production de facteur 9, une des protéines manquantes chez les hémophiles. Si bien que lorsque Polly et ses congénères grandiront et produiront du lait, elles fabriqueront dans ce lait d'assez grandes quantités de cette protéine qui sert de traitement pour l'hémophilie. Vraiment, des animaux extraordinaires. D'une part, ces clones produisent dans leur lait un médicament pour les humains. D'autre part, ce sont les premiers animaux transgéniques dont on est certain qu'ils transmettront le transgène à leur descendance. Le mariage de la transgénèse et du clonage, c'est ça la vraie révolution. Aujourd'hui, on sait qu'il y a dans ce domaine-là des possibilités économiques importantes, produire des molécules pharmaceutiques à un coût moindre. Et là, donc, la voie consiste à modifier génétiquement les cellules et prendre des noyaux et obtenir des clones. Et directement, on a un animal dont toutes les cellules sont modifiées génétiquement, par exemple, avec un gène qui s'exprimera dans la mamelle pour donner une molécule d'intérêt pharmaceutique. Déjà, à quelques pas du Roslin, le partenaire commercial de cet institut, la firme pharmaceutique PPL, exploite ce nouveau filon. Elle a investi dans une bergerie high-tech nouveau genre, des brebis transgéniques toutes bien alignées. Certaines sont des clones, pas toutes, mais ça s'en vient. L'important, c'est qu'on puisse extraire de leur lait ces précieuses molécules pharmaceutiques. Des brebis au lait d'or. Elles produisent entre autres de l'alpha-1 antitrypsine pour le traitement de la fibrose kystique. Bien entendu, ces médicaments coûtent cher, très cher à produire. Mais les animaux sont un investissement rentable à long terme, surtout si on considère qu'ils vont permettre de fabriquer de nouveaux médicaments qu'on ne pourrait pas produire par les techniques pharmaceutiques traditionnelles. Autre domaine d'application du clonage animal, avec ou sans transgénèse, la recherche scientifique sur les grandes maladies humaines. Pour un chercheur comme Jacques Mallet, spécialiste de la maladie de Parkinson, les études sur des souris ne sont pas satisfaisantes. Il faudrait avoir des modèles animaux plus proches de l'homme et des animaux identiques. C'est précisément ce que le clonage animal va permettre. Cela nous permettra de créer des modèles animaux, non seulement chez la souris, mais chez le lapin, chez le singe, qui quand même se rapproche à ce moment-là quand même un peu de l'homme, sans parler bien entendu de clonage humain. Et de permettre d'introduire des gènes
des mutations responsables de maladies humaines et de pouvoir ainsi aborder et tester de nouveaux traitements. L'avantage également, c'est par le biais du clonage, c'est d'avoir des animaux qui seront tous identiques et d'avoir donc une standardisation de nos modèles. À peine 2 ans après Dolly, on a donc beaucoup progressé. On a étendu la technique aux bovins et on a prouvé au passage que les clones sont fertiles puisque Dolly a donné naissance à sa fille Bonnie en mars dernier. Et on a aussi cloné des singes, bien que ce soit, pour l'instant encore, à partir de cellules fétales. Entre-temps, dans l'industrie pharmaceutique, la course s'accélère grâce à la combinaison de la transgénèse et du clonage. Si PPL semble avoir une longueur d'avance, elle est talonnée par son concurrent le plus direct, Pharming. Fondée il y a 8 ans, cette compagnie néerlandaise est à la veille de mettre en marché un antibiotique, une lactoferrine humaine extraite du lait de vache transgénique. Pendant ce temps, aux États-Unis et en Australie, c'est la valse des compagnies à initiales. GA, GTC, ABS et ACT mènent le bal de la concurrence. Décidément, Dolly a ouvert une nouvelle ère. Mais si les promesses de l'après-Dolly sont grandes, tout cela nous rapproche de la possibilité de cloner des humains. Et ça, c'est une des questions les plus lourdes de sens que se soit jamais posée l'humanité. Le Québec n'est pas absent de la course au clonage et à la transgénèse. Il y a quelques semaines, la jeune entreprise Nexia de Sainte-Anne-de-Bellevue célébrait la naissance de sa première chèvre transgénique. Il reste à savoir si Willow, c'est son nom, exprimera dans son lait la protéine dont Nexia ne veut pas dévoiler l'identité. De toute manière, dans ce cas, on est encore loin d'une production en série. On est encore loin de pouvoir combiner transgénèse et clonage. Mais c'est un début. Ici Radio-Canada.